de cet appel à projets et puis répondre à vos questions qui sont nombreuses puisqu'on en a eu déjà en off. Donc c'est juste donc cet appel à projet à partir du PEPR biothérapie et bioproduction de thérapie innovante qui est lancé depuis la fin avril et qui se terminera, on redira les dates à la fin de cette présentation le 5 septembre. Donc je suis Luc Pénicaud, je suis responsable d'action à l'ANR et je m'occupe de ce programme à l'ANR. Et donc, on va avoir une présentation en différents temps. Un premier temps où Emmanuel Desquier du ministère va nous présenter les grandes lignes de la stratégie d'accélération biothérapie. Et puis après, les pilotes qui vont vous présenter cet appel d'offres et comment il s'inscrit dans le cadre du PEPR. Et puis des points plus administratifs et pour vous permettre d'avoir les informations sur les documents à remplir qui seront faits par Cassandra Lancher et moi-même à la fin avant de répondre à vos questions. Donc voilà, Emmanuel, si tu veux bien prendre la parole, je te laisse la suite. Merci Luc, donc bonjour à toutes et tous. Donc là, sur les quelques minutes qui vont suivre, je vais vous présenter la stratégie d'accélération biothérapie, bioproduction, son contexte, dans comment elle s'inscrit également dans le plan France 2030. Alors je suis Emmanuel Dequier, hein, du secteur biologie santé du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et je remplace Anne Jouvenceau qui est la coordinatrice de cette, stratégie d'accélération, mais qui n'a pas pu se rendre disponible, aujourd'hui. Donc je vous prie de bien vouloir l'en excuser. Si on peut passer à la diapositive suivante. Voilà, donc la suivante encore. Donc, en quelques mots, la stratégie d'accélération s'inscrit dans le plan, France 2030, hein, qui est un plan investissement d'avenir qu'on connaissait avant sous les noms de plan investissement d'avenir. Un plan extrêmement ambitieux car doté de 54 milliards d'euros sur 5 ans et qui a, comme, ambition de positionner la France, comme leader, dans le monde de demain, scientifique, en industrie, en sciences. C'est des investissements majeurs qui sont en train d'être faits, aussi bien au niveau de la recherche que pour soutenir l'innovation et que pour soutenir les industries de demain. Si donc la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc alors le plan alors dans ce grand plan France 2030, il y a un plan innovation santé qui est, lui, doté de 7,5 milliards d'euros, qui a, 6 objectifs, plus un qui a été, maintenant on peut en parler au placé parce que l'agence a été créée, hein. Ce plan est piloté par l'Agence de l'innovation en santé qui est une instance du secrétariat général pour l'investissement qui a été, spécifiquement, mise en place pour, tous les investissements en santé. Donc les objectifs du plan innovation santé, c'est de piloter et de coordonner le plan santé pour que la France soit une des nations innovantes et souveraines, en santé. C'est de renforcer, notre capacité de recherche biomédicale, hein, comme second objectif. Donc le plan pilote, par exemple, les instituts hospitalo-universitaires, les bioclusters, les programmes biobanques ou les grandes infrastructures. Donc ça, ce sont les actions que je vais appeler, structurelles et il y a également sur le troisième point donc des champs qui ont été définis comme prioritaires, par le gouvernement, et qui ont permis de mettre en place, 3 stratégies d'accélération et un plan, le plan dispositif médical et quoi, les dispositifs médicaux et les stratégies d'accélération, donc celles qui nous concernent aujourd'hui, biothérapie et bioproduction. La seconde stratégie, c'est santé numérique et la troisième stratégie d'accélération, c'est la stratégie d'accélération maladies infectieuses émergentes et menaces NRBC. Donc ça, ce sont des verticales, qui adressent l'ensemble du secteur, de la recherche à l'industrialisation, à la mise sur le marché et donc à l'accès patient pour, tous les objets, concernés. Hem
le plan innovation santé est aussi là pour que la France redevienne un pays leader en Europe pour les essais cliniques. On était au 1er classement européen, aujourd'hui on est 3e ou 4e place suivant les classements, donc une forte volonté de revenir 1er pays européen, en essais cliniques pour que nos patients puissent avoir accès le plus tôt possible, aux innovations. C'est également, ça s'enchaîne avec le point suivant qui est de permettre, une équité d'accès aux soins pour les patients, et d'offrir des innovations dans un cadre d'accès au marché accéléré et simplifié. Ce sont les mesures donc là non budgétaires qui ont été prises ces derniers mois par le gouvernement pour permettre aux innovations, aux produits qui sont innovants, qui répondent à des besoins non couverts, qui n'étaient pas couverts, d'accéder au marché dès qu'ils ont, l'autorisation de mise sur le marché. Et en faisant les démarches administratives finales en parallèle. Et le dernier point, c'est le soutien à l'industrialisation des produits de santé sur notre territoire, pour, accompagner, les industriels pour avoir un pays souverain dans ces domaines-là. Maintenant, je vais faire un focus, bien sûr, sur la stratégie d'accélération biothérapie, bioproduction, donc qui est une de ces verticales du plan innovation santé, hein, sur la diapositive suivante. Donc l'objectif de la stratégie d'accélération dans les très grandes lignes, c'est de permettre aux patients de bénéficier des meilleurs traitements. J'ai pas appris mes slides par cœur, donc j'ai une petite fenêtre grise qui est en train de se mettre sur la présentation. Heu, si super, merci beaucoup. Et c'est de positionner la France en leader européen des biothérapies et de leur bioproduction. La France était, il y a 20 ans de cela, 10-20 ans, un leader européen en production pharmaceutique. On a perdu des places au classement, en termes d'export, de chiffre d'affaires exporté et donc il y a une volonté de rattraper ce retard et de repositionner la France comme leader européen sur ces thérapies innovantes et les thérapies issues de la bioproduction. Donc sur diapositive suivante, s'il vous plaît. Hem, donc les objectifs chiffrés, hein, de cette stratégie d'accélération, c'est de produire, 20 biomédicaments sur le territoire, hein, d'ici à 2030. Lorsque ces lignes ont été écrites, on produisait, 7 biomédicaments sur notre territoire. On entend par là, les anticorps, médicaments de thérapie innovantes. Voilà, ces grandes familles de médicaments innovants. C'est de doubler le nombre d'emplois dans cette industrie, c'est de passer donc de 10 000 à 20 000 emplois et c'est de faire émerger d'ici à 2030 une licorne et 5 entreprises de taille intermédiaire. Donc pour répondre à nos enjeux sanitaires, à des enjeux économiques, car c'est un marché à très forte croissance et il faut que la France, participe à cette croissance et des enjeux de soutenabilité du système de soins, donc avec, technologiquement des thérapies qui sont plus faciles à produire pour permettre d'avoir un accès facilité à ces thérapies. Donc la diapositive suivante, merci. Donc en quelques chiffres, hein, la stratégie d'accélération, donc c'est une enveloppe de 800 millions d'euros. Heu, c'est un programme qui, s'étale sur 5 ans avec 21 actions, des actions budgétaires avec des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt, le PEPR, des actions sur la maturation et des actions non budgétaires qui sont des actions, réglementaires ou législatives pour faciliter le déploiement de cette filière. C'est un pilotage qui est interministériel, donc qui regroupe le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministère de l'Industrie, le ministère de la Santé. Ce plan est coordonné donc par l'Agence de l'innovation en santé, au sein du secrétariat général pour l'investissement et il est opéré par 2 acteurs, hein, l'Agence nationale de la recherche et la Banque publique, d'investissement, l'ANR pour les projets, pour tout ce qui est, action, amont en recherche et BPI, tout ce qui est aval. À la diapositive suivante. Donc 4 axes, hein, pour ces stratégies d'accélération. C'est catalyser l'innovation et former aux compétences de la bioproduction. Donc quand on entend catalyser l'innovation, ça va bien sûr de la recherche amont, jusqu'au transfert, technologique. C'est développer l'outil industriel, hein, pour permettre à nos entreprises de passer à l'échelle et de produire, sur le territoire national, de plus voir de projets qui vont être qui arrivent sur des phases industrielles et qui vont être produits, aux États-Unis, en Chine ou ailleurs en Europe.
C'est faciliter l'accès au marché, des thérapies, innovantes avec, donc des process d'enregistrement, plus rapides, et c'est renforcer la structuration de la filière, pour accélérer ces mises sur le marché de nouvelles biothérapies, et ça, c'est traduit à travers la création de l'association France Biolide, hein, qui regroupe les acteurs de la recherche et les industriels et de la formation également autour de la filière de la biothérapie. Donc, diapositive suivante. Les thématiques de cette stratégie, 4 thématiques qui sont couvertes sont, donc, les biotechnologies pour l'oncologie. Ce sont les innovations en thérapie génique et cellulaire hors oncologie, donc sur les, on va dire, sur les champs thérapeutiques. Et les 2 autres thématiques sont les thématiques plus technologiques, hein. Ce sont tout ce qui est système d'optimisation de technologies, existantes pour des nouveaux systèmes d'expression, pour produire ces biomédicaments de manière plus efficace, plus robuste et de manière moins chère. Et c'est, le dernier axe, le développement d'unités de production plus performantes, et des outils d'optimisation de systèmes de culture et de procédés de bioproduction. Là, on parle bien sûr, on est sur les échelles, industrielles. Diapositive suivante. Alors aujourd'hui, c'est 8 instruments, pardon, qui sont ouverts aux innovateurs à travers des appels à projets. Il y a 4 mois de cela, lorsqu'on a fêté les 2 ans de la stratégie, c'était 86 projets qui étaient lauréats de cette stratégie d'accélération, et toujours à cette date anniversaire, c'était 338 millions d'euros qui étaient, d'aides octroyées pour le lancement, depuis le lancement de la stratégie, à ces projets de recherche, de transfert, de formation, d'industrialisation ou d'innovation. La dernière slide, je pense ensuite, sur les différents outils, budgétaires de la stratégie, voilà, qui sont ici indiqués, sur l'échelle de TRL, donc Technological Readiness Level, hein. C'est cette échelle qui permet de positionner une innovation de la recherche fondamentale jusqu'à son industrialisation. Vous avez l'ensemble des dispositifs, qui ont été mis en place dans le cadre de cette stratégie d'accélération, avec ce qui nous concerne en premier lieu aujourd'hui, le PEPR, biothérapie et bioproduction, avec déjà qui va être décrit plus loin, avec déjà des projets financés, puis des appels à projets, donc un qui est lancé, puis un appel à manifestation d'intérêt qui va être lancé. Ces projets peuvent s'appuyer, pardon, sur le réseau des intégrateurs en biothérapie et bioproduction, qui sont des plateformes, technologiques, mutualisées, qui mutualisent des équipements et des compétences pour accélérer l'industrialisation, soit de thérapies, soit de technologies, qui permettent ces bioproductions. Un appel à projet, un dispositif, qui a fait un appel à projet maintenant de financement, au fil de l'eau, prématuration, maturation, donc qui a pour objet de financer la prématuration dans les thématiques qui nous concernent aujourd'hui et la maturation de projets. Donc c'est un consortium de près d'une vingtaine d'acteurs, du tech transfert qui prend en charge ce dispositif. C'est le consortium, Combio. Sur la prématuration, c'est l'INSERM Transfert qui pilote la partie prématuration. Et ensuite, nous avons donc pour les projets d'innovation, les projets partenariaux d'innovation avec l'industrie, l'appel à projet au fil de l'eau, innovation, biothérapie et bioproduction, donc avec une relève tous les 6 mois. Celui-ci est opéré par BPI France. Et l'appel à projet industrialisation et capacité santé, également opéré par BPI France, qui a, lui, comme objectif de soutenir le développement de sites industriels. En termes de Je vais juste finir, voilà, en termes de formation, il y a également un appel à manifestation d'intérêt au fil de l'eau sur compétences et métiers d'avenir, l'AMI, CMA, où les acteurs de la formation peuvent proposer des programmes de formation innovantes pour, heu, pour travailler sur l'attractivité de la filière, faire venir des jeunes sur ces formations et les former à ces métiers de demain. Aujourd'hui, nous avons 3 projets, lauréats pour biothérapie, bioproduction. 3 projets sont lauréats, et nous avons toujours d'autres projets en instruction, encore aujourd'hui.
Voilà, dans les très grandes lignes, cette stratégie d'accélération, je vais devoir malheureusement vous quitter pour d'autres obligations, mais s'il y a des questions généralistes, générales sur France 2030 ou la stratégie, je viendrai me joindre à vous à nouveau d'ici 1 heure. Merci, merci Emmanuel. Donc on va poursuivre tout de suite et rentrer dans le vif du sujet sur le PEPR et puis les objectifs effectivement attendus de cet appel d'offres. Donc je vais passer la parole à Christophe et puis je pense avec Fanny et Sabrina. Merci beaucoup Luc, effectivement. Donc je vais juste prendre la parole quelques instants pour présenter l'équipe de pilotage du PEPR Biothérapie Bioproduction. Donc c'est un PEPR qui est copiloté par l'INSERM et le CEA. Donc Cécile Martina est la copilote côté INSERM et donc moi, Christophe Junot, je copilote du côté CEA. Et nous sommes aidés par deux chefs de projet, donc Sabrina Liso côté INSERM et Fanny Capito côté CEA. Et donc, on va dérouler cette présentation en 3 temps. Donc, Sabrina va commencer par vous présenter un petit peu le PEPR. J'enchaînerai sur la description des projets prioritaires et Fanny terminera sur le déroulé de la AP, sachant que Cécile, qui est retenue par d'autres obligations, se connectera à 14h30. Sabrina? Merci Christophe. Alors comme le disait Christophe, nous allons commencer par vous faire une présentation, globale du PEPR avant d'enchaîner sur toutes les thématiques scientifiques. Donc pour résumer, le PEPR, c'est, 80 millions d'euros qui ont été, établis sur 7 ans. Le but de ce PEPR, c'est, vraiment de mettre en lien, les différentes communautés, qu'elles soient académiques, industrielles et hospitalières. Le PEPR est basé sur 4 actions principales. Donc la toute première qui a déjà été mise en place et qui est déjà en route, c'est la sélection de 12 projets scientifiques ciblés. Donc ces projets, ils ont été lancés en 2023, ils ont déjà débuté. Ensuite, donc la raison pour laquelle on est ici, c'est le lancement de l'appel à projets qui se terminera en septembre, en tout cas pour le dépôt des candidatures en septembre 2024 et cet appel à projets a pour but vraiment de venir renforcer ces projets scientifiques qui ont déjà été financés et qui sera ciblé sur les mêmes thématiques, sur les mêmes axes scientifiques. Ensuite, il y aura une troisième action qui est l'appel à manifestation d'intérêt qui celui-ci sera publié début 2025 et pour gérer un petit peu, toutes ces actions, il y a également un projet d'animation et de gouvernance du PEPR qui réunit notamment le comité de pilotage que Christophe vient de présenter. En termes de financement, ce PEPR est, comme vous pouvez le voir sur le graphique qui est à droite, est essentiellement ciblé sur le financement des projets prioritaires, de l'appel à projet et de l'appel à manifestation d'intérêt et il y a également 5 du budget qui est alloué, à la gouvernance. Heu, Diapositive suivante s'il vous plaît. Alors en termes de gouvernance, le PEPR est structuré autour de 4 comités. Donc le premier, c'est le top management qui est représenté par le PDG de l'INSERM et l'administrateur général du CEA. Il est aussi centralisé autour, du comité de pilotage. Donc comme l'a décrit, Christophe tout à l'heure, il est structuré avec 2 pilotes, dont les 2 directeurs scientifiques qui sont Cécile Martina pour l'INSERM, Christophe Junot pour le CEA et des 2 chefs de projet, donc Fanny Capito pour les CEA et moi-même pour l'INSERM. On est également, soutenu par un comité stratégique institutionnel qui est composé donc de membres représentatifs des grandes institutions comme le CEA, le CNRS, l'INRAE, l'INSERM, l'Institut Pasteur et également en fonction des thématiques, on peut inviter certains membres aux réunions de ce comité. Donc ça peut être le comité Combio, le réseau des intégrateurs, France Biolide ou encore des associations de patients. On se base sur, les conseils et les recommandations de notre SAB qui, à l'heure actuelle, est composé de 7 membres qui sont académiques et industriels. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, en termes des appels en cours au niveau du PEPR, donc il y a ce premier appel à projet qui est en ligne, qui est en cours, qui, a un budget qui est à hauteur de 13,5 millions d'euros et comme je le disais tout à l'heure, il a pour but de consolider les thématiques portées par les projets ciblés. Le second appel qui va être mis en ligne
début 2025, aura un budget similaire de 13,5 millions d'euros et celui-ci aura pour but de favoriser la multidisciplinarité, donc d'inclure des domaines scientifiques qui ne sont pas actuellement intégrés dans la communauté des biothérapies et de la bioproduction. Donc ces domaines pourront être les sciences des données, l'intelligence artificielle, les sciences sociales, la chimie ou encore les sciences de l'ingénieur. Diapositive suivante. Donc en termes de timeline, actuellement, le PEPR est lancé. Donc le kick-off, le scientifique a été fait en septembre 2023 et le lancement institutionnel a également été fait en décembre 2023, pardon. Comme je disais tout à l'heure, les projets ciblés ont tous été lancés et nous sommes actuellement à la période de l'appel à projets. Et également, voilà, pardon, on aura aussi est-ce que je peux revenir à l'ancienne merci. On aura aussi une action de réunir tous les acteurs du PEPR par l'organisation, par exemple, de réunions annuelles qui regroupera tous les partenaires du PEPR. Prochaine slide. Alors, le projet de gouvernance, au-delà des appels à projets, a également d'autres objectifs, donc notamment promouvoir la diffusion des résultats scientifiques qui seront issus de différents projets ciblés et des projets qui vont être sélectionnés par les appels qui vont être lancés. Donc, la promotion de ces résultats, elle va être faite notamment par l'organisation d'événements, donc que ce soit les réunions annuelles, que ce soit aussi des ateliers qui vont être vraiment sur des thématiques spécifiques, particulièrement pour promouvoir la collaboration entre académique et industrie. On a également aussi une mission pour la formation et particulièrement la formation de jeunes chercheurs dans le domaine de la biothérapie et également de la bioproduction. Donc cet objectif-là va être concrétisé par exemple, cartographier les financements et les formations. Et on a également aussi des programmes de financement d'échanges de jeunes chercheurs, mais aussi d'invitation d'experts qui vont être mis en place dans les mois et les années à venir. Et enfin, le troisième objectif va être de promouvoir les collaborations européennes et internationales. Et pour ça, on a également des missions pour mettre en place des aides pour le dépôt de subventions européennes. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc pour un petit peu finaliser cette présentation-là, actuellement, les projets ciblés se découpent en 4 axes scientifiques principaux. Donc le tout premier vise à anticiper la montée en puissance des thérapies cellulaires, mais également de soutenir l'émergence des thérapies tissulaires. Le deuxième axe scientifique vise à accélérer le déploiement des thérapies géniques. Le troisième vise essentiellement le développement de l'ingénierie qui sont en profit des biothérapies et des bioprocédés. Et enfin, le quatrième axe scientifique est vraiment, alors la slide, il y a une petite coquille, mais le quatrième axe vise à soutenir le développement d'un domaine émergent qui est les vésicules extracellulaires. Et ces 4 axes scientifiques répondent à des objectifs transversaux qui sont notamment relever les défis technologiques qui sont liés à la production, mais aussi au déploiement des biothérapies actuelles. Et le deuxième objectif, c'est de préparer justement, d'anticiper les besoins pour les futures biothérapies et de développer en parallèle leur mode de production. Donc, Christophe, je te laisse la main. Merci Sabrina. Donc moi je vais continuer sur la présentation des 12 projets prioritaires ciblés. Donc c'est important dans la mesure où cet appel à projet il se veut comme complémentaire des projets qui sont déjà financés. Donc bon, c'est important de bien voir ce qui a été initié l'année précédente. De manière à ne pas faire de redites et on ne pourrait pas financer des projets qui ont un certain overlap avec ceux qui ont déjà été priorisés. Voilà. Donc, ces 12 projets, en fait, ils s'inscrivent dans les 4 axes dont vient dont vient de vous parler Sabrina. Et donc, les consortia, donc on a à peu près 3 à 10 partenaires par projet. Les projets sont d'une durée de 4 ans.
Et donc, le financement de moyens, il est autour de 4 millions d'euros par consortium. Et donc là, quand on fait la somme de toutes les institutions qui sont impliquées dans ces 12 projets, on a 5 organismes de recherche, 3 CHU, 26 universités et grandes écoles. Voilà. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc là, je vais vous présenter les 12 projets, presque un par un, et donc par axe tout d'abord. Donc l'axe 1, thérapie cellulaire et tissulaire. Donc on a trois grands objectifs. Le premier est d'identifier de nouvelles sources de cellules pour développer des thérapies cellulaires. Le deuxième, de développer des approches innovantes pour les thérapies tissulaires, donc générer notamment des précurseurs de tissus. Et le troisième grand objectif, qui est plus un objectif de bioproduction, c'est d'améliorer la production automatisée et surtout la rentabilité des processus de bioproduction. Donc prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc il y a 3 projets. Donc le premier projet s'appelle IPSC France. Donc il est coordonné par Annelise Benasser, hein, qui fait partie de l'unité Citera. Et donc il a pour objectif de développer, de concevoir des méthodes d'édition génomique stable de cellules souches pluripotentes universelles au service de biothérapie allogénique. Donc là, alors tous ces projets-là, vous le verrez, sont quand même très orientés techno, mais dans certains cas, on a des cas d'usage qui sont positionnés, qui sont assez structurants. Donc là, les mots-clés, vous les avez qui sont présentés, hein. Donc c'est vraiment d'avoir de mettre à disposition de la communauté des cellules souches, des méthodes, des cellules souches pluripotentes, universelles, avec tout un aspect bioproduction dans un contexte BPF, mais aussi le projet a pour objectif de développer des tests d'immunogénicité par rapport à ces cellules. Et, donc le projet est centré alors autour de deux cas d'usage essentiellement. Donc les tumeurs solides, donc cancer du poumon, et puis les maladies neurodégénératives, notamment Huntington, donc adossé avec des modèles de souris et de primates non humains également. Donc il y a 5 partenaires, donc en plus 4 partenaires en plus de l'équipe d'Annelise Benasser. Donc on a Ali Turan de l'UMRS 1310, Franck Grichedi de l'UMRS 1310 également, Chantal Pichon, donc de l'US 55 à Orléans, et Anselme Perrier qui travaille à Myrcène au sein du CEA. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc le deuxième projet de cet axe 1 sur les thérapies cellulaires s'appelle Bioengineered Skin France. Donc il est coordonné par Nicolas Fortunel du CEA, donc qui travaille sur le campus d'Evry. Donc il a pour objectif de produire, de concevoir des substituts de peau de nouvelle génération pour la régénération cutanée. Et donc la particularité de ce projet, il s'inscrit en complète complémentarité d'autres approches, notamment celle qui est développée par la société Urgo en particulier. Donc là, il va être basé sur l'utilisation de cellules souches cutanées adultes donc seront également bien sûr étudiés tous les aspects liés à la tolérance immunitaire, donc avec notamment une emphase sur la molécule HLA-G. Donc le partenariat, en plus de Nicolas, donc nous avons Nathalie Roas-Fraisse qui travaille qui travaille au CEA, mais dans une unité qui est détachée à l'hôpital Saint-Louis. Nous avons Xavier Gidrol et Walid Rachidi qui travaillent à Grenoble, donc notamment au niveau du CEA IRIG. Jean-Jacques Lataillade qui dirige le centre de transfusion du service de santé des armées. Et David Smadja qui est un clinicien qui travaille au sein du service d'hématologie de l'hôpital européen Georges Pompidou. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et donc le troisième projet de cet axe thérapie cellulaire s'appelle iCongro.
Donc, il est coordonné par Farida Djouad, qui travaille au sein de l'UMR 1183 à l'Université de Montpellier, à l'INSERM. Donc là, l'objectif, c'est un projet qui tourne vraiment autour des maladies ostéo-articulaires. Donc, il a pour objectif de produire ce qu'on appelle des e-chondrocytes, qui permettent, dont l'objectif serait de favoriser la régénération du cartilage articulaire. Donc là, le projet sera basé sur la production de l'utilisation de cellules de la crête neurale dérivées d'IPS. Donc, des aspects toujours pareil de bioproduction, alors en mode bonne pratique de fabrication, je dirais seront abordés. Donc, encore une fois, toujours dans cet objectif de répondre à des besoins en matière de maladies ostéo-articulaires. Donc, en termes de partenariat, en plus de l'équipe de Farida, nous avons Jérôme Largero qui dirige le centre MEHARI, donc qui se situe au sein de l'hôpital Saint-Louis, donc Assistance publique des hôpitaux de Paris. Également Chantal Pichon à Orléans et Daniel Noël, donc qui est une collègue de Farida, donc au niveau de l'Université de Montpellier. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc là, on passe à l'axe 2, donc les thérapies géniques. Donc, on a également 3 projets. Et les 2 grands objectifs, donc sur cet axe de thérapie génique, vont être premièrement de développer des stratégies innovantes de thérapie génique, notamment en mettant en place des outils pour augmenter la spécificité du ciblage cellulaire et aussi travailler sur des techniques d'édition de gènes. Le deuxième grand objectif est vraiment focalisé sur la bioproduction, donc avec l'amélioration de méthodes de production de vecteurs et de contrôle qualité. Donc je vais vous présenter brièvement ces 3 projets. Là, voilà, merci. Donc le premier, Bioscale, il est coordonné par Oumeya Adjali, donc qui travaille au sein de l'UMR 1089 de l'Université de Nantes. Donc, Bioscale a vraiment pour objectif d'améliorer, on va dire, l'ensemble de la chaîne de production, de bioproduction de virus adéno-associés à grande échelle. Donc là, c'est un projet vraiment très technologique qui concerne à la fois ce qu'on appelle les processus upstream, mais aussi downstream. Et donc, il y a pour objectif de développer une lignée cellulaire qui permettra d'augmenter le rendement de production de ces AAV, de ces vecteurs. Et donc, sur les processus, ça c'est plutôt l'upstream, et puis sur le downstream, il va y avoir des méthodes de contrôle qualité innovantes qui vont être basées sur des méthodes chromatographiques qui vont reposer sur des greffages de résine avec des aptamères, on va dire pour, euh, pour remplacer ou pour essayer d'être un peu moins cher que les anticorps commerciaux, essentiellement d'ailleurs d'origine américaine. Et puis sera également développé un système innovant d'imagerie holographique pour améliorer le contrôle de la production. Donc les partenaires sont, en plus d'Ouméa Adjali, c'est un petit consortium avec 3 partenaires, donc 2 partenaires du CEA, Sophie Morales du côté du laitier à Grenoble pour tout ce qui est imagerie holographique, et Frédéric Ducongé qui travaille également à Myrcène, sur le site de Fontenay-aux-Roses, qui amènera plus lui la technologie aptamère. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, nous avons ensuite le projet CalAAV, donc qui lui, c'est complètement complémentaire de Bioscale, parce que là, l'objectif, c'est vraiment, c'est vraiment de s'attaquer à tout ce qui est contrôle de qualité, mais plus on va dire, plus sur les aspects downstream, et notamment donc, sera ici développé des études qui permettront d'évaluer justement l'impact de ces AAV sur le système immunitaire, avec notamment des modèles animaux. Donc les partenaires sont donc, en plus de Myrcène, donc le projet sera coordonné de façon exécutive, je dirais, par Alexis Bebelmans, Philippe étant en passe de prendre sa retraite.
Et donc, nous avons Giuseppe Ronziti qui travaille sur le campus de Génopole, et donc Céline Hernandez qui travaille au sein de l'I2BC, puisqu'il va aussi y avoir des aspects de séquençage du matériel génétique de ces vecteurs viraux. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc le troisième projet de cet axe 2 s'appelle Edito. Donc il est coordonné par Thérèse Cronin qui travaille au sein de l'UMR 1089 de l'Université de Nantes. Et donc ce projet, il est vraiment focalisé sur, comme son nom l'indique, hein, sur le développement de technologies innovantes d'édition génique. Et donc avec cette fois-ci une emphase plus particulière sur des maladies neurodégénératives oculaires, notamment plus précisément tout ce qui est neurodégénérescence rétinienne. Donc les partenaires sont Karine Gianvanangeli, donc qui travaille au Muséum d'Histoire naturelle à Paris au sein de l'UMR 7196. Élise Verhoeyen, qui travaille à l'US 1111 au sein de l'ENS de Lyon, l'Université de Lyon, et Alexis Bebalmans, dont j'ai déjà parlé à la diapo précédente, qui travaille au sein de Nielsen. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc maintenant, on passe à l'axe 3, donc qui a trait à tout ce qui est ingénierie des biothérapies et des bioprocédés. Donc là, on a 3 grands objectifs. Donc le premier qui va être de produire de nouveaux formats d'anticorps, de développer le deuxième objectif, des technologies innovantes de modification génétique par édition de gènes et aussi des procédés de délivrance de protéines candidates sous forme d'ARNM. Et le troisième objectif est de développer une nouvelle classe de biothérapie basée sur le génie génétique et la bioproduction de cellules B. Voilà. Donc ça, vous voyez, on va continuer sur l'AAP, bien sûr. Ce troisième axe a aussi pour vocation d'être élargi, hein, bien sûr, et on pourra aller au-delà de tout ce qui est cellules B. Donc le premier projet, c'est Accredia. Il est coordonné par Bernard Mayer, qui travaille au sein de l'UMR 0496 qui est au CEA-Saclay. Donc il a pour objectif, c'est un projet vraiment là aussi technologique, de développer, de travailler à des nouveaux outils qui vont permettre de mieux maîtriser la développabilité d'anticorps et de produits à base d'anticorps. Donc il y a ces aspects développabilité, mais aussi conception de nouveaux formats. Donc il y a de nouveaux formats d'anticorps, de conjugués anticorps-médicaments, nouveaux formats anticorps multispécifiques. Sera également abordé tout ce qui est problématique liée à l'administration, donc l'administration par inhalation notamment. Donc là, le consortium regroupe 7 partenaires. Donc, en plus de l'équipe de Bernard Mayer, nous avons Pierre Martineau de l'Université de Montpellier, l'UMR 1194, Nathalie Eusevourch de l'UMR 1100 à Tours, Marc Palardi qui travaille au sein de la faculté de pharmacie de l'Université Paris-Saclay, l'UMR 996, Myriam Taverna qui travaille également à la fac de pharmacie de Paris-Saclay, donc l'Institut Galien, Frédéric Pecorari à Nantes et Pierre Bruins qui travaille à l'Institut Pasteur. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc le deuxième projet de cet axe s'appelle RNAVAC. Donc il est coordonné par Chantal Pichon, donc INSERM, Université d'Orléans. Et donc il a pour objectif de développer de nouvelles générations de vaccins basés sur la technologie de l'ARN messager. Donc là, l'idée, c'est de renforcer l'immunogénicité, notamment les durées d'action de ces vaccins, en travaillant sur des vaccins ARN mucosal, en travaillant sur le ciblage de ces ARN messagers, notamment vis-à-vis des cellules dendritiques. Et donc là, bien sûr, comme il s'agit de vaccination, donc on va avoir des cas d'usage, notamment maladies infectieuses, et puis également cancérologie. Donc c'est un consortium de 11 partenaires. Donc en plus de Chantal Pichon, nous avons Éric Tartour, Université Paris-Cité,
Olivier Adotevi, donc de l'EFS, Bernard Verrier de l'Université de Lyon, Guy Zuber de l'Université de Strasbourg, Ludwig Johannes, Institut Curie, Nathalie Eusevourch, Université de Tours, Fabrice Lejeune donc du CHU de Lille, Nathalie Minier de l'Université Paris-Saclay, Marcel Hollenstein de l'Institut Pasteur et Valérie Quegnaud de l'Université d'Orléans. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, le dernier projet de cet axe 3, donc c'est TerraB, il est coordonné par Anne Galli de la RTTG. Et donc, il a pour objectif de développer des approches d'ingénierie génétique de lymphocyte B pour faire des carbicelles, hein, finalement, pour aboutir à de nouvelles modalités thérapeutiques et vaccinales. Donc là, on est sur des approches, bien sûr, de thérapie génique, mais également d'ingénierie par édition du génome avec des cas d'usage autour de tout ce qui est vaccination, oncologie, maladies infectieuses. Et donc, on a comme partenaire, en plus du labo d'Anne, Michel Cognier, donc de l'Université de Rennes, Yves Lévy, donc INSERM, Université Paris-Créteil, François-Loïc Cosset, ENS Lyon, Roger Legrand, donc CEA IDMIT à Fontenay-aux-Roses, et Chantal Pichon, Université d'Orléans. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc enfin, on passe à l'axe 4 avec la présentation des 3 derniers projets. Donc comme vous l'a dit Sabrina, cet axe, il a vraiment pour objectif de développer de nouveaux types de biothérapie à base de l'utilisation de vésicules extracellulaires. Et donc pour cela, donc il faut identifier et travailler à élaborer de nouvelles méthodes qui permettent d'obtenir des hauts rendements de ces deux vésicules extracellulaires à un coût, on va dire, acceptable. Donc faible coût, je sais pas, mais en tout cas au moins acceptable. Promouvoir cette bioproduction de vésicules extracellulaires, non seulement à partir de cellules eucaryotes, mais aussi on peut les produire à partir de cellules prokaryotes, et notamment de bactéries Gram+, et travailler également à l'ingénierie de vésicules extracellulaires hybrides, dans le but d'améliorer l'administration de thérapie à base d'ARN messager. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais vous décrire ces 3 projets. Donc, le premier, c'est StrovaEv, donc, qui est coordonné par Daniel Noël, INSERM, Université de Montpellier, donc UMR 1183. Donc, c'est un projet qui est là encore focalisé sur les maladies ostéo-articulaires, hein, en complément d'un projet dont j'ai déjà parlé pour l'axe 1. Et donc, il a pour objectif de produire des vésicules extracellulaires à partir de cellules stromales mésenchymateuses dérivées d'IPS. Et donc, l'idée, c'est de passer donc, de modèles précliniques à une application clinique, donc au sein de l'Université de Montpellier. Et tout ça, bien sûr, avec des approches de bioproduction qui suivent, quoi. Donc, il y a 4 partenaires pour ce projet. Donc en plus de Daniel, il y a le laboratoire de Florence Gazot, donc l'UMR 7057 à Paris-Cité, Vincent Agache qui travaille au CE Laitier à Grenoble, et Sébastien Banzé, donc qui travaille au sein de l'UMR 1197, INSERM, Université Paris-Saclay, je crois qu'il y a également le centre de transfusion sanguine du service de santé des armées. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors le projet Bacter EV Booster, il est coordonné par Jean-Marc Châtel, donc de Michaelis à INRAE. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il a pour objectif d'évaluer la faisabilité et la pertinence d'utiliser des bactéries pour produire des vésicules extracellulaires. Et donc notamment avec des cas d'usage autour de tout ce qui est inflammation, donc maladies neurodégénératives, mais surtout, je dirais, l'axe intestin-cerveau, avec notamment les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc les bactéries utilisées seront des bactéries Gram+, comme c'est marqué. Donc il y a 6 partenaires dans ce consortium. Donc en plus de Jean-Marc, nous avons Amanda Silva-Brun, donc l'UMR 7057 Paris-Cité, Michel Neunlist, donc de Nantes, Laurent Bonnet de l'Université de Dijon,
de l'Université de Bourgogne, pardon, Clotilde Policard, donc l'ENS Paris Sciences et Lettres, et puis Frédéric Carvalho, donc Université Clermont-Auvergne. Diapositive suivante. Et donc enfin, le dernier projet de cet axe 4 s'appelle Carn. Il est coordonné par Florence Gazot, donc, que j'ai déjà présenté, hein, qui travaille au sein de l'UMR 7057. Et là, il a pour objectif de développer des biothérapies qui sont basées sur la délivrance d'ARN thérapeutique. Et pour ça, donc, le consortium coordonné par Florence propose de travailler à des vésicules hybrides, c'est-à-dire produites par des cellules eucaryotes, mais fonctionnalisées à l'aide d'outils chimiques. Et donc là, le cas d'étude est attrait à tout ce qui est régénération musculo-squelettique. Voilà. Donc c'est bon, c'est un peu catalogue, mais c'est important d'avoir ces 12 projets pour que vous sachiez vraiment là où vous pouvez aller et aussi là où vous ne pouvez pas aller. Sachant que comme vous le voyez, il y a un certain nombre de partenaires qui travaillent sur plusieurs projets. Et donc l'idée est vraiment d'élargir le consortium et pas forcément de ressolliciter les partenaires que j'ai déjà présentés. Voilà, je passe la parole à Fanny du coup pour l'appel à projet. Oui, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous. Merci Christophe. Pour terminer sur la partie précédente, vous avez aussi un lien internet au site internet de PEPR. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos sur le projet ciblé, comme Christophe et Sabrina ont dit, c'est vraiment chercher d'avoir des projets complémentaires. Mais vous avez le lien sur les slides. Et donc maintenant, on passe à les thématiques de l'appel à projet en cours. Donc vraiment, l'objectif, c'est de soutenir des projets innovants autour de 4 axes du PEPR qui ont été déjà présentés, avec une ouverture, comme on a dit tout à l'heure, pour essayer de proposer des thématiques et de soutenir des projets vraiment complémentaires. Donc, le 4 axes scientifiques aussi pour cet appel à projet vont être le premier ciblé sur les thérapies cellulaires et tissulaires, donc la fabrication à grande échelle de thérapies cellulaires et l'émergence des thérapies tissulaires émergentes. Les thérapies géniques, donc l'axe numéro 2. Après, l'axe numéro 3 cible vraiment en transverse le développement de l'ingénierie et donc et au service vraiment du procédé de fabrication de biothérapie qui est donc ciblé dans les autres 3 axes. Donc, c'est vraiment l'idée sur la bioproduction en ciblant, ça peut cibler des technologies différentes, on va voir. Et après, le 4e axe, c'est des domaines émergents. Là, on a décidé d'ouvrir, donc on garde les vésicules extracellulaires comme en fait un des formulations et donc des thérapies émergentes, mais pas que. Donc, on ouvre à des autres thérapies émergentes aussi. Et voilà, comme on a dit, bon, projet complémentaire au projet ciblé, autour de thématiques complémentaires et aussi, si possible, avec l'idée de financer surtout des équipes qui n'en ont pas encore profité de financement de cette PEPR. Voilà, donc on rentre un peu plus dans le détail, donc dans le premier axe, donc thérapie cellulaire et thérapie tissulaire. Donc, on a proposé certaines thématiques. Donc, la première, par exemple, ça peut être le cible des modèles in silico pour la prédiction ou l'optimisation du thérapie cellulaire, en particulier en permettant d'augmenter l'efficacité du traitement ou la personnalisation du traitement. Après, on a aussi donc un autre thématique, ça peut être celui-là d'identifier ou perfectionner de nouveaux produits de thérapie cellulaire et tissulaire. Encore une fois, nouvelles technologies de culture cellulaire, en fait, travailler sur la caractérisation et sur la bioproduction ou différents potentiels thérapeutiques par rapport à celui-là qu'on a présenté
qui sont déjà dans le projet ciblé, par exemple. Aussi, en thématique, ça peut être le développement de procédés automatisés pour la production à grande échelle, aussi pour la qualification, contrôle qualité. Ça, on verra, c'est aussi rentre un peu dans l'axe numéro 3. Et aussi vraiment avancer dans la compréhension et aussi dans le contrôle de mécanismes qui, avec le but de minimiser le rejet ou augmenter l'efficacité de la thérapie. Donc, ça, c'est donc sont des thématiques possibles autour de l'axe numéro 1. L'axe numéro 2, en fait, cible les thérapies géniques. Et là, ça peut être, par exemple, le développement préclinique de nouveaux vecteurs non viraux, voilà, pour la délivrance de l'ADN ou de l'ARN. Ça peut être en fait par exemple, le développement ou la validation de méthodes de caractérisation physico-chimique avancées, ciblant cette formulation ou des essais cellulaires in vitro, pour la détermination de l'efficacité. Et là, bien évidemment, dans la phase de développement préclinique, ou également l'intégration des approches de biologie de synthèse pour la production en fait des outils de thérapie génique. Et là, on parle de technologie cell-free, par exemple, pour la production de thérapie génique, en simplification de processus de purification, criblage d'activités à haut débit, et bien évidemment avec l'idée de faire en production à large échelle ou en réduction du coût de production. Et là, aussi, ça peut être en fait le développement de nouveaux tests fonctionnels ou de modèles in silico prédictifs, encore une fois, pour l'amélioration de l'efficacité ou la compréhension de mécanismes thérapeutiques ou l'automatisation de procédés de sélection et de production. Et là, vraiment en ligne avec l'axe 3, bon, si on peut aller à la diapositive suivante, voilà. Donc là, c'est, comme je disais tout à l'heure, vraiment développer l'ingénierie au service de bioprocédés, donc la bioproduction. Et là, ça peut être par exemple, la bioproduction en continu, donc le développement et la validation des approches de bioproduction en continu. Le développement ou la validation, en fait, ça peut être développement, mais aussi validation de processus de purification. Et là, à large échelle, bien évidemment, là, comme technologie de chromatographie, filtration, stratégie de purification paraffinisée, etc., etc. L'utilisation aussi de technologies microfluidiques, encore une fois au service de la fabrication, ou de technologies analytiques de procédés pour un contrôle en ligne. Et enfin, quelque chose qui rentre dans cet appel à projet et qui verra reprise aussi dans l'appel à manifestation d'intérêt, vraiment si l'intérêt de développer des approches d'intelligence artificielle ou de analytical quality by design, donc de qualité analytique par conception, au fin d'optimiser le procédé de production. Et enfin, pour passer à le dernier axe numéro 4, comme on disait tout à l'heure, les vésicules extracellulaires restent dedans. Donc vraiment, des projets complémentaires aux projets déjà ciblés vont viser le développement de procédés pour augmenter l'efficacité, par exemple, de l'encapsulation thérapeutique, mieux comprendre le fonctionnement biologique donc des vésicules, l'homéostasie tissulaire, et explorer éventuellement des potentiels thérapeutiques pour la diagnostic ou pour d'autres cibles thérapeutiques. Donc les vésicules extracellulaires restent dedans. Néanmoins, on a décidé d'ouvrir aussi à des autres domaines, en particulier le microbiome. Et donc là, ça peut être, en fait, le projet peut cibler aussi le développement des approches thérapeutiques basées sur la compréhension et la manipulation du microbiome. Bien évidemment, ça, il faut que ce soit du médicament. Donc, il faut rester dans le champ réglementaire du médicament. Ça peut pas être de complément alimentaire, et ou
aussi, le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques, qui vont explorer en fait la phagothérapie, donc l'exploitation de bactériophages et enfin, aussi, en fait, des projets qui visent, des protéines, des anticorps thérapeutiques, l'ARN, sont possibles. Donc voilà, il y a beaucoup de thématiques. Bien évidemment, le projet peut cibler un ou plusieurs. Heu et donc je pense que c'est la fin de notre présentation et que le temps de passer la parole à Luc. Merci, merci. Merci pour donc votre présentation à 3 voix. Super. Donc on va essayer d'aller assez vite pour cette dernière partie qui est plus vous donner quelques indications sur la manière de déposer le projet et ce qui est attendu et laisser du temps pour les questions-réponses. Donc je vais juste démarrer. Diapositive suivante, Cassandra, s'il te plaît. Merci. Donc, vous l'avez compris, hein, les consortiums attendus, bon, ce qui est les mots-clés, c'est interdisciplinarité, si possible. Ça sera un critère de jugement important. Donc, les TRL concernés, c'est de 1 à 4, les projets de 4 ans maximum, et l'aide sollicitée, c'est environ 1 à 2,5 millions d'euros. Ça va dépendre, bien sûr, de la taille du consortium et de ce qui est proposé dans chacun de ces consortiums. Donc, ce qui est attendu par les pilotes, vous l'avez compris, c'est des projets ambitieux avec un impact assez fort. L'autre mot-clé, je dirais, et vous l'avez entendu plusieurs fois, c'est complémentaire par rapport à ce qui existe déjà, par rapport aux projets ciblés, apportant des nouvelles connaissances et, si possible, structurant pour continuer à structurer la communauté sur les biothérapies et la bioproduction. Les bénéficiaires directs ou les partenaires non bénéficiaires, vous les avez sous les yeux. Je pense qu'on y reviendra peut-être dans des questions-réponses sur les différentes équipes. Bon, les bénéficiaires directs, c'est principalement les organismes de recherche, établissements d'enseignement supérieur et éventuellement les établissements privés contribuant aux missions de service public. Par contre, les partenaires non bénéficiaires, ce sont les entreprises. Les entreprises ne peuvent pas déposer comme pilote, hein, je dirais, les collectivités territoriales et éventuellement des équipes étrangères si vous estimez que c'est important pour la réalisation de votre projet. Diapositive suivante. Donc le calendrier prévisionnel, vous l'avez compris, donc le lancement a été fait le 15 avril sur le site de l'ANR. On est le 3 juin où vous avez un peu des informations complémentaires et on va pouvoir discuter si vous avez des questions. La date vraiment de dépôt de dossier complet et la date obligatoire, ceux qui arriveront après, ben, tant pis pour eux, c'est le 5 septembre. Et ensuite s'engagera le processus de validation et d'évaluation qui est organisé par l'ANR, qui aboutira à la sélection des projets lauréats. Je te laisse la parole, Cassandra, pour la suite. Hein. Oui, bonjour à tous. Alors concernant le dépôt des projets complets, donc ce qu'on appelle un projet complet, c'est un projet qui est constitué des 2 documents suivants. Donc le document scientifique qui devra être déposé en format PDF. Il devra être rédigé en anglais et faire 15 pages maximum. Pour ceux qui ont déjà regardé un petit peu la trame du document scientifique qui est déjà en ligne sur la page web de l'appel, la page web ANR de l'appel, vous verrez que parmi ces 15 pages maximum, ne sont pas compris le tableau du haut du document, donc qui comprendra un petit peu l'identité du projet, type, titre, acronyme, responsable du projet, établissement coordinateur avec ses coordonnées. Donc ces 15 pages seront, uniquement constituées de vraiment du contenu scientifique, de votre projet et après ces 15 pages, vous pourrez ajouter des annexes de publication, heu, faites, déjà publiées ou en cours de publication, donc en préprint, en commun avec des personnes, qui font partie du consortium. Donc ce document scientifique a pour but de donner une description, un état de l'art, du domaine, sur lequel vous allez soumettre votre projet et montrer en quoi votre projet est en adéquation avec l'appel à projet, biothérapie. Donc, vous devrez faire une description détaillée du projet, montrer, l'organisation,
au sein du consortium et le pilotage du projet, donc décrire qui sont les pilotes et comment est-ce qu'ils comptent diriger le projet. Vous devrez aussi présenter les impacts attendus de votre projet et justifier les moyens financiers demandés. Concernant notamment ces moyens demandés, vous devrez fournir également un document administratif et financier, sous format Excel, mais également sous format, PDF signé par chacun des partenaires. Et ce document administratif et financier a pour but, de donner un budget détaillé du financement de votre projet, donc coût complet et aide demandée. Et vous devrez décrire, le descriptif de ces dépenses par partenaire. Voilà pourquoi chaque onglet partenaire devra être signé par le partenaire en question. Hop. Alors, vous retrouverez toutes les informations relatives au règlement financier sur la page web ANR de l'appel. Donc voilà, je voulais entourer sur cette présentation. Et dans ce règlement financier des PEPR, vous retrouverez beaucoup d'informations relatives au PEPR en général. Donc vous retrouverez les dépenses éligibles, notamment personnel, équipement, fonctionnement, service. Mais dans tous les cas, si vous avez le moindre doute ou la moindre question sur cet aspect financier, n'hésitez pas à nous écrire sur la boîte mail générique de l'appel, donc peprbiothérapie@agencerecherche.fr. On vous l'a mis plus loin dans les slides. Mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous donner peut-être des réponses plus adaptées au cas par cas et plus détaillées si vous avez des questions. Ensuite, pour les critères de recevabilité des dossiers complets, le tout premier critère à respecter, c'est bien sûr la date de dépôt. Donc, Luc l'a précisé précédemment. Cette date, c'est le 5 septembre 2024 à 11h, heure de Paris. Le projet devra absolument être composé des documents dont je vous ai parlé précédemment, donc le document scientifique et le document administratif et financier signé par tous les partenaires. S'il manque des signatures, votre dossier risque de ne pas être recevable. Donc un des critères, de recevabilité, c'est aussi la durée. Donc comme précisé dans le texte de l'appel, le projet doit, durer 4 ans maximum et le montant d'aide demandée pour le projet, doit être comprise entre 1 000 000 et 2,5 millions d'euros. Pareil, si ça dépasse, nous serons amenés à vous poser davantage de questions et le dossier s'expose à ne pas être recevable. Le responsable du projet ne doit pas être déjà responsable d'un projet du PEPR, notamment d'un projet ciblé. L'établissement coordinateur doit être un établissement supérieur de recherche français. Il ne peut pas être étranger. Et le projet en lui-même ne doit pas être préjudiciable pour l'environnement. Concernant l'évaluation, de votre projet et les décisions de financement ou non de votre projet, ça va se passer de la manière suivante. Un jury d'évaluation internationale va être mis en place. On aura vérifié au préalable qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, entre les membres du jury et les personnes, participant au projet en question. Le jury pourra recourir à des experts externes si jamais votre thématique, n'est pas représentée par les membres du jury. Donc on pourra être amené à contacter d'autres personnes pour évaluer, votre projet, pour avoir une meilleure expertise, sur le domaine qui sera abordé. Les porteurs de projets sont susceptibles d'être auditionnés. Donc vous recevrez, à la fin du processus d'évaluation, un message de la part de l'ANR, vous invitant ou non à participer aux auditions. Je tiens à rappeler que la participation aux auditions n'est pas un résultat en lui-même. Voilà, vos les résultats seront communiqués vraiment à la fin du processus de sélection. Mais voilà, ce mail d'envoi ce mail de demande d'audition du projet ne signifie pas que vous serez, oui ou non financé, dans le cadre de cet appel à projet.
Un rapport argumenté sera rédigé par l'ensemble des évaluateurs de votre projet, donc en commun, et vous sera communiqué à la fin du processus de sélection. Le jury présentera ses travaux, donc la manière dont il a évalué les projets et les résultats à la direction du PEPR, et peut formuler également un avis sur le montant des financements. Donc s'il considère que, une coupe budgétaire est nécessaire, voilà, le jury pourra le recommander à la direction du PEPR, et pourra en discuter avec eux. La direction du PEPR proposera ensuite au comité de pilotage ministériel, de la stratégie nationale la liste des projets à financer, et le Premier ministre donnera un avis, après conseil auprès du SGPI, et une décision Premier ministre sera publiée pour décider des projets et des montants, à donner, à chaque projet qui sera financé. Donc, les résultats de la sélection des projets pour l'appel à projets ne seront communiqués qu'après la décision Premier ministre. Luc, je te laisse la parole. Oui, donc juste pour compléter, anticiper quelques questions sur ce timing, hein, tout ce processus fait que les décisions finales ne devraient pas intervenir avant, la fin novembre, début décembre. Donc les critères d'évaluation, des dossiers, une fois qu'ils ont été reçus, hein, bah, vous les connaissez ou supputez, puisque ce sont souvent les mêmes, hein, c'est l'excellence et l'ambition scientifique, hein. Donc je ne vais pas, détailler là-dessus, les différents. Vous les avez éventuellement dans l'appel à projet et pour répondre à certaines questions, on va mettre à disposition, ce diaporama en entier, donc comme vous pourrez retrouver les différentes diapos. C'est l'impact et la retombée du projet, on en a déjà parlé, donc il y a une forte attente effectivement, à la fois des pilotes, et je dirais du gouvernement, donc du Premier ministre sur, les impacts et les retombées que peuvent avoir ces projets en termes industriels, en termes effectivement santé, de façon générale. Et puis le dernier point qui est vraiment regardé, c'est la qualité du consortium, les moyens mobilisés et la façon dont vous vous organisez pour que les objectifs soient bien atteints. Donc c'est le calendrier, c'est l'efficacité de la gouvernance, c'est l'adéquation entre les moyens humains et les moyens financiers, etc., etc. Diapositive suivante. Donc, bah, pour terminer cette présentation, donc, il faut que vous reteniez, mais vous l'avez déjà bien noté, je suppose, c'est vraiment la date de dépôt des dossiers complets, puisque après le 5 septembre à 11 heures, ben, le site sera fermé, vous ne pourrez plus déposer vos dossiers. Vous avez le lien vers l'AAP sur le site de l'ANR, donc il est également ici, et vous avez effectivement différents sites ou liens pour nous contacter, à la fois la direction du programme, c'est-à-dire les pilotes que sont Christophe et Cécile, et l'ANR pour toute question éventuellement. Et n'hésitez pas, je pense que ça a été déjà dit, d'aller voir déjà les 12 projets ciblés pour que vous soyez vraiment complémentaires et qu'il n'y ait pas là aussi des rejets de dossiers parce que vous êtes trop proches ou trop identiques à un des 12 projets ciblés qui était déjà financé. Donc, on va passer aux questions-réponses. J'ai déjà répondu sur certaines questions qui étaient posées sur le chat, sur le fait qu'on vous mettra à disposition ou on vous enverra avec la liste des mails que l'on a le diaporama. Après, Cassandra, tu veux qu'on s'organise comment pour les questions? Alors, ce que je peux faire, c'est que déjà par rapport aux questions-réponses, aux questions qui ont été posées dans le question-réponse, du webinaire, je peux vous poser les questions et une par une et comme ça on y répond. Est-ce que ça vous convient? Oui, oui, vas-y. OK. Hem, alors, nous avons la question de savoir si les bénéficiaires des projets ciblés sont-ils bien exclus du financement de l'appel à projets? Oui. Les déposants, ceux qui ont été financés déjà, dans le cadre d'un appel, d'un projet ciblé, ne pourront pas être financés de nouveau, pour cet appel à projet. Quasiment pas. Ensuite, les CHU et l'EFS peuvent-ils être bénéficiaires? Oui, ils sont bien éligibles au financement. Il y a aucun problème, là-dessus.
Oui, Je peux juste me permettre bien sûr, d'intervenir? bien sûr. Juste par rapport à cette question et celle d'avant, il y a, enfin, là, le périmètre, c'est les équipes, hein. C'est-à-dire s'il y a des Oui. UMR, par exemple, qui sont de taille, on va dire, conséquente, et c'est pas l'UMR, hein, le périmètre d'exclusion, il est pas sur l'UMR, il est vraiment sur sur l'équipe, hein. Oui. Donc le FS fait effectivement partie déjà de certains projets prioritaires, mais si ce sont d'autres équipes que celles qui sont déjà partie prenante, elles sont les bienvenues. C'est pareil pour les Merci. CHU. Oui, Voilà. Merci. merci. Une clinique peut-elle être un partenaire financier si un des chirurgiens mène des activités de recherche? Je suppose que si ce La réponse est chirurgien non. voilà, À mon avis, la réponse est non, Cassandra, parce que c'est oui, des cliniques privées. Alors, à moins que le chirurgien soit rattaché à oui, une c'est ce que équipe de j'allais dire. recherche externe, S'il est voilà. rattaché à une équipe de recherche, publique, Oui. c'est possible. Dans ce cas, Oui, mais ça sera pas ce la clinique. Ça la sera cli pas la voilà, clinique, ça sera l'équipe de recherche. c'est ce que j'allais dire. Dans ce cas-là, ce sera pas la clinique qu'il faudra mentionner comme établissement, mais ce sera, l'équipe de recherche. Heu, Ensuite, faut-il obligatoirement s'inscrire dans l'un des 4 axes lors du dépôt du projet? Les axes 2 et 4 ont tous les 2 un appel sur le développement de nouveaux outils ARN, par exemple. Christophe, tu peux répondre? Faut-il obligatoirement s'inscrire dans l'un des 4 axes lors du dépôt du projet? Chris Je Christophe? je pense Oui, pardon, excusez-moi, j'avais oublié mon micro. Je Pas de dis oui. souci. Pardon. Je dis oui, sachant que, ces axes sont quand même, relativement, ouverts, hein, particulièrement le quatrième, puisqu'on a mis des exemples de biothérapie, mais bon, ce ne sont, que des exemples. Après, vous pouvez, revenir vers l'équipe, de pilotage, pour clarifier ça, mais je pense que l'AAP, il s'adresse vraiment, il s'adresse aux membres aux équipes de la communauté, et donc c'est vraiment pour compléter ce qui existe déjà. Après, pour des communautés qui sont un tout petit peu moins sollicitées, comme la chimie, sciences des données, et cetera, informatique, on va faire un AMI. Donc là vraiment c'est les 4 axes, hein, je pense qu'ils sont très ouverts, hein. beh, je pense que la question c'était aussi s'il faut, cibler seulement un des axes ou si c'est possible aussi d'avoir un projet qui cible plusieurs axes et C'est je pense possible. que ça, c'est absolument possible et dans le dossier, il y a aussi un petit paragraphe où expliquer comment votre projet, situe par rapport à la stratégie du PEPR. Donc là, vous pouvez expliquer, voilà, donc comment votre projet se situe par rapport à un axe, mais ça peut être aussi plusieurs axes. Vous pouvez cibler plusieurs axes. Il y a des thématiques qui sont reprises sur plusieurs axes. Donc, je pense qu'il ne faut pas aller sur axe 1 ou axe 3. Ça peut être aussi axe 1 et axe 3 en même temps. Mais pas dehors des axes, ça c'est sûr. Ensuite, l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques, marqueurs spécifiques de certaines cellules, dans le but de développer des anticorps monoclonaux à visée thérapeutique, est-il éligible à un financement par le PEPR? Quid si ces cibles n'entrent pas dans les 12 projets ciblés déjà financés? Alors oui, là c'est une question, on est un peu borderline, heu C'est c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que l'objectif de cet appel à projet, il est vraiment sur, la conception on va dire de thérapies, ou de formats d'anticorps innovants. Donc, si c'est vraiment un projet, on va dire, dont l'originalité est juste sur la cible et pas particulièrement sur on va dire les scaffolds ou sur l'ingénierie des anticorps, j'aurais tendance à être réservé. D'accord. Je suis Euh, d'accord.
On n'est pas là, l'idée, c'est pas de faire un anticorps monoclonal classique sur une cible innovante. Je pense que ça peut être financé ailleurs. L'idée, c'est vraiment de faire des nouveaux formats d'anticorps. Et là, effectivement, si c'est le cas, effectivement, faudra bien discuter par rapport au projet Accredia qui couvre un certain nombre d'aspects, mais pas tout, évidemment. Ensuite, on nous demande s'il y aura une seule phase pour l'évaluation ANR. Alors, pour l'évaluation ANR, ça va se dérouler de la manière suivante. Donc, il va y avoir une première session où on va répartir les projets déposés entre les membres du jury pour évaluation selon leur domaine d'expertise. Ensuite, il y aura une deuxième session où là, les évaluateurs auront déjà travaillé sur le projet, auront commencé à rédiger un rapport et discuteront entre eux de l'avis à donner sur un projet. Et ensuite, il y aura une troisième session qui consistera à auditionner les projets que les membres du jury souhaitent auditionner pour mettre éventuellement certains points au clair. Donc avant cette audition, vous recevrez des questions, 2 ou 3, faites au préalable par les membres du jury. Voilà, donc vous pourrez aussi préparer vos réponses. Mais, Et, pour être clair, par rapport à d'autres projets, c'est une seule phase. Il n'y a pas de lettre d'intention, si c'est ça voilà. si c'est la question. Ensuite, je parcours les questions. Est-ce que les plateformes académiques peuvent faire partie des partenaires du consortium? Bien Alors, sûr. je vais répondre. Non, je vais répondre parce qu'il y a eu pas mal de discussions quand même au niveau du, Ah oui, je vois la à la question fois en avec dessous en plus. à la fois avec les pilotes et autres. Les plateformes et les intégrateurs seront considérés comme des prestataires de services. Donc, ils ne peuvent pas être forcément des partenaires, ils sont des prestataires. Quel est le nombre de partenaires minimum? Les partenaires peuvent-ils provenir du même institut ou de la même tutelle? Alors, Alors le là, nombre de oui, vas-y, Luc, vas-y. non, non, on a eu pas mal de discussions effectivement entre nous par rapport à ça et avec le SGPI. Donc on a bien dit que c'était au minimum 3 partenaires. Donc ça veut dire 3 équipes, d'instituts différents puisqu'on attend quand même, des choses qui soient multidisciplinaires. Je l'ai déjà dit, c'était un des critères importants et Christophe l'a dit aussi. Donc on peut avoir plusieurs équipes d'un même institut, mais on vous conseille d'avoir 3 instituts différents, 3 labos différents, voilà, que ça soit vraiment quelque chose qui soit partenaire. C'est-à-dire que si il y a 2 équipes d'un institut ou 3 équipes d'un institut, ça sera considéré comme un partenaire, il en faudrait 2 autres, pour être clair. Alors, ensuite, bonjour, merci pour cette présentation. Concernant la partie 3 sur l'organisation et le pilotage, partie 3-4 du document scientifique, je suppose. Stratégie des établissements, qu'attendez-vous exactement? Est-ce que l'un de vous veut répondre? Est-ce que Bah, je peux commencer, puis Christophe, tu oui, peux compléter peut-être, hein, la stratégie des établissements, vous savez que chaque établissement a quand même des stratégies, un petit peu sur, certaines, thématiques de recherche et cetera. Donc c'est un peu s'attendre à ce que vous puissiez développer, sans en mettre des tartines, mais que vous puissiez, indiquer en quoi ça rentre, dans la stratégie du CEA, dans la stratégie du CDRS, dans la stratégie de l'INSERM et cetera, ou du CHU, et de l'université dont vous êtes partie prenante. Donc c'est vraiment regarder par rapport à ce qui est indiqué comme les grands axes des universités ou autres, ou des CHU. Voilà, c'est la stratégie de votre établissement auquel vous êtes rattaché. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Christophe. Non, enfin, je pense que c'est une rubrique qui est assez classique dans les projets France Tout à fait. Relance, hein. alors, les nouveaux consortia doivent-ils s'intégrer à un consortium déjà financé? Non. 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 Faut-il prévoir un volet diffusion, vulgarisation de type SAPS? Bah, c'est toujours, de toute façon, plus vous mettrez d'arguments, montrant que, vous êtes capable de communiquer, que votre stratégie, une fois que voilà, il y a pas de règle majeure là-dessus, mais je pense que ça peut être un point qui peut parfois, intéresser certains membres du jury. Ensuite, les CHU peuvent-ils être porteurs de projets? Heu,
Cassandra, je pense que oui, Il me mais semble, oui, 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 oui. Oui, on a déjà eu des porteurs de Oui, oui. projets ouais, ouais. type CHU. Y a-t-il une sélection faite sur le coût global par rapport à l'aide demandée? Non, le coût global doit bien sûr être cohérent avec la description du projet que vous aurez faite dans votre document scientifique, mais ce n'est pas un critère de sélection ou d'évaluation du projet par les membres du jury. Là, en tout cas, les membres du jury, eux, vont uniquement s'intéresser à la partie scientifique de votre projet. Ensuite, peut-on être porteur de 2 projets? Non, un porteur de projet doit être porteur de projet d'un seul projet déposé. Par contre, un porteur peut aussi être partenaire d'un autre projet, mais le temps dédié, à chacun des projets doit être cohérent avec, tout d'abord la description faite, du projet pour chacun de ces projets et aussi, bien sûr avec, heu, le droit du travail et le temps, le temps, obligatoire, de travail par semaine ou par mois. Mais bien sûr, un partenaire, une personne impliquée dans un projet peut être impliquée dans 2 projets, si cela est nécessaire et justifié. Juste Cassandra, il y avait une Oui, il question y avait une autre de- question Ah oui, sur sur l'oncologie, l'organoïde. parce qu'il semblait que j'ai manqué de clarté, mais l'oncologie est tout à fait éligible, hein. Enfin, je pensais pas avoir. Non, non, enfin, en thérapie cellulaire, bien sûr, l'oncologie, enfin, elle est partout d'ailleurs, est éligible. Donc après, par contre, polymère ou nanoparticules lipidiques, hein, je pense que c'est LNP contre le cancer, c'est éligible. Je dirais en théorie oui. Après, il y a un certain nombre de projets, notamment ceux qui sont dans lesquels il y a Chantal Pichon qui travaille sur cette approche, donc il faudra quand même creuser, quoi. Oui, il y avait une question sur les organoïdes aussi, hein, oui, que j'ai tu as vu. sauté. Euh, Oui, Ah, c'est c'est bon, je où? viens de voir. Bonjour, je alors, croyais que le mot-clé organoïde était présent dans l'appel à projet, je ne l'ai pas vu. alors, juste, Christophe, tu compléteras. Je pense qu'il y a effectivement possibilité de mettre des organoïdes dans certains des consortia. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Il y a vous savez tous qu'il y a un PEPR exploratoire organoïde et organ-on-chips. Donc, il faut quand même pas que ça soit redondant avec ce PEPR si vous connaissez ce qu'il y a dans ce PEPR. Et je pense que s'il y a organoïdes, c'est vraiment pour tester certains biomédicaments ou pour avoir un complément sur les modèles in vitro, etc. Je te laisse compléter, Christophe. Oui, bah, c'est une question effectivement difficile. Bon, il y a un peu vers exploratoire qui vient, enfin qui vient de démarrer. J'aurais tendance à dire qu'on est dans le domaine des biothérapies et de la bioproduction, donc bah, l'organoïde. Là, je parle pas d'organes sur puce, hein, je parle d'organoïde. Donc là, je pense qu'on peut le positionner comme va dans une perspective de thérapie tissulaire, par exemple. Donc là, c'est éligible. Après, sur un outil, par exemple, de screening pour faire de la drug discovery. Je serais, enfin, pour moi, c'est quand même un petit peu hors champ dans la mesure où c'est pas, c'est de la bioproduction effectivement au sens biotechnologique, mais peut-être pas au sens pharmaceutique non plus, quoi. Voilà, j'espère que c'est clair. Ensuite, on a une question pour savoir s'il existait des aides, sites ou des contacts pour monter les consortiums autour d'une même question scientifique. Je pense que le mieux, c'est de compter directement, l'équipe d'animation du PEPR, Oui, qui pourront peut-être vous mettre en contact, avec d'autres personnes pour monter un consortium. Oui, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que tout ce à fait. sera le mieux. Oui, oui. c'est Ensuite, effectivement le seul point d'ancrage, hein, donc c'est contacter les pilotes ou contacter Sabrina et Fanny, quoi, et puis mmh, qui ont le carnet d'adresses, je dirais, nécessaire pour vous mettre en contact avec les autres labos ou les autres équipes qui pourraient être intéressées, quoi. Bien volontiers. Envoyez-nous un email. hem, ensuite, que considère-t-on comme nouvelle thérapie innovante à base de protéines, axe 4 entre parenthèses, approche anticorps conjugués, ADC ou radiothérapie vectorisée sont-elles éligibles à cet appel à projet? La réponse est oui.
Radiothérapie, interne vectorisée, typiquement, oui, c'est un vrai sujet, enfin, c'est un sujet sur lequel on peut attendre de l'innovation et puis sur les ADC, il y a là aussi, je pense qu'on peut avoir, des nouvelles méthodes de couplage, enfin, il y a c'est encore un sujet qui nous semble relativement ouvert. Alors, une équipe au sein de laquelle un chercheur est partenaire d'un projet ciblé ne peut pas être dans un projet de l'appel à projet. Ai-je bien compris? Alors, il n'y a pas une règle stricte, hein, je parle sous le contrôle de Christophe une fois de plus, hein, il n'y a pas une règle stricte. Par contre, à la fois l'ANR et les pilotes, je pense, seront très vigilants pour qu'il y ait vraiment un apport important si ce n'est indispensable, du chercheur concerné. C'est-à-dire qu'on l'a dit et répété, les 12 projets ciblés, il y a déjà beaucoup d'équipes qui sont impliquées dedans. Ce qu'on souhaite, ce que souhaitent les pilotes, c'est vraiment que les projets qu'il va y avoir soient complémentaires et non pas redondants et ne fassent pas forcément appel aux mêmes technologies, etc., etc. Donc, il faudra que ça soit vraiment argumenté de façon importante. Ensuite, un partenaire privé non bénéficiaire peut-il être étranger, entre parenthèses, européen? Oui, Oui, donc comme, oui. il ne sera pas bénéficiaire de l'aide, mais il peut bien sûr être partenaire. Et du coup, j'en profite aussi pour répondre à une question que j'ai vue un petit peu plus bas. Hem, pour un partenaire étranger, on peut envisager de le financer s'il est mentionné comme prestation de service pour un établissement éligible au financement. Bien sûr, il faut que, la prestation de service, l'aide demandée soit cohérente avec le déroulement du projet, mais il est possible de financer un partenaire étranger, s'il est mentionné comme prestation de service, pour un établissement éligible. Voilà. Là, vous avez Hem, peut-être intérêt à contacter l'équipe pour être sûr, quoi. Donc, voilà, en amont, contactez Cassandra. Enfin, voilà. sur le PEPR biothérapie, on vous répondra. Pour toute question financière, dans tous les cas, n'hésitez pas à contacter l'ANR, on essaiera de vous répondre, heu, de la manière la plus précise et détaillée possible et aussi de manière rapide, puisqu'on sait que le temps est toujours compté dans ces cas-là. Hem, les TLR mentionnés pour éligibilité sont les TLR d'entrée ou de sortie à la fin des 4 ans du projet. Et on avait dit 1 à 4, c'est ça? Oui, 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 ouais. De toute façon, c'est un projet encore une fois, ce sont des projets de recherche, et c'est vraiment, l'amont de la stratégie d'accélération, donc on n'a pas pour ambition d'arriver à 6, hein, si on y arrive, tant mieux, mais donc là, on est vraiment dans le domaine de la recherche, on va dire, fondamentale d'intérêt pour le domaine, quoi. Donc, oui, c'est à la fois l'entrée et la sortie, je dirais. Bah, c'est sûr que si vous commencez à 1, vaut mieux pas y rester, quoi, mais si vous pouvez commencer à 3, arriver à 4, enfin, vous voyez? y aura-t-il un aspect SHS dans le PEPR? Oui, pour l'AMI. Ensuite, la question: qu'est-ce qu'une équipe? Je pense qu'on a à peu près répondu quand même. Donc, une équipe, vous savez tous ce que c'est au sens de la HERS déjà. Donc, voilà, une équipe, c'est, une équipe constituée, même si elle est dans un institut, il y a certains laboratoires qui sont mono-équipes, donc tant mieux pour eux, ou tant pis. Mais voilà, une équipe, c'est un peu au sens HCERS, sachant qu'on vous demande, on l'a déjà dit, qu'il y ait 3 équipes maximum, donc ça veut dire 3 laboratoires différents. Alors, bonjour, quel doit être le niveau de collaboration intérieure des partenaires du consortium? Est-il possible qu'il n'y ait aucune publication commune? Oui, oui. Oui, 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 vu qu'on est sur des projets, qui sont quand même, comme on disait, TLR 1 à 4, peut-être que certains consortiums, seront tout nouvellement créés aussi, donc tout à fait. il est tout à fait envisageable qu'il n'y ait pas de publication commune et dans ce cas, vous pourrez mentionner, voilà, des publications faites par les partenaires du consortium en lien avec le projet évidemment, mais pas forcément communes. Non, Heu tout à fait. Ensuite, la notion de thérapie du PEPR est-elle liée à une pathologie ou une thérapie?
peut-être également, pardon, excusez-moi, je relis. La notion de thérapie du PEPR est-elle liée à une pathologie ou une thérapie peut-elle également s'appliquer à la reconstruction post-trauma ou à la perte de substance? Entre parenthèses, cancer par exemple. Je dirais que la réponse est oui. Mmh. Enfin, c'est une notion très élargie, de ce qu'on peut appeler thérapie, quoi. Donc, là, ce que reconstruction post-trauma, pour moi, c'est éligible, hein. Enfin, je parle sous le contrôle de Luc. Oui, oui, non, non, mais moi, ça me semble, effectivement éligible. Après, voilà, il y a pas de ça va être de la thérapie cellulaire d'une certaine façon ou tissulaire même, donc pourquoi pas, hein? Ensuite, est-ce qu'un CRIT peut bien être considéré comme un partenaire? Merci. Pour Heu, Cassandra, je te laisse répondre. Oui. Pour toute question d'éligibilité, dans des cas comme celui-ci, n'hésitez pas à contacter directement l'ANR puisqu'il peut y avoir, en fonction du type de partenaire, des demandes de catégorisation par l'ANR de l'établissement en question. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, je vous fournirai tous les documents nécessaires pour catégorisation par l'ANR, pardon. Donc voilà, dans tous les cas, si vous avez un doute sur l'éligibilité de votre établissement, contactez-nous, et vous aurez une réponse, moins globale et plus précise pour votre cas. Oui, là, je sais pas répondre, donc on va se renseigner pour être sûr, Oui, effectivement ou pas que ça oui, soit je pense que ça va nécessiter catégorisation par ouais, notre service ouais. juridique donc, hem, bonjour. Est-ce qu'il est possible d'avoir 2 coporteurs de projet ou est-ce obligatoirement un seul porteur par projet? Et bien sur le site de dépôt, vous ne pouvez en mentionner qu'un seul. Ouais. Heu, donc heu, donc à vous de voir, qui vous semble le plus à même de porter le projet. Après sur le terrain, il est tout à fait possible de vous répartir, les tâches, de manière équitable, si vous souhaitez avoir un coporteur de projet. Mais en tout cas, il n'y en a qu'un seul qui pourrait être mentionné, sur les documents de dépôt. Oui, oui, ça c'est important, c'est un seul porteur parce que c'est un seul établissement qui est porteur. Donc il y a un seul porteur de projet, et pas 2, hein. Il ne peut pas y avoir de coporteur. Mmh. Une biotech privée partenaire peut-elle participer à la R&D de production à grande échelle dans le cadre de ce financement? Là encore, pour savoir si, Mmh. cette biotech privée partenaire est éligible au financement, il faudra, nous contacter directement pour qu'on procède à une catégorisation, de l'établissement par l'ANR et donc, savoir, si notre service juridique vous considère la structure éligible ou non, selon les règles de marché public, en rigueur. Après, peut-être qu'aussi, cette biotech peut participer en tant que sous-traitante. Oui, Oui, Heu oui, oui. tout et à fait. sinon l'autre possibilité que je pourrais évoquer, c'est, si vraiment c'est des activités de R&D, Mmh. elle sera peut-être éligible aux AAP de la BPI qu'a détaillé Emmanuel en début de séance. Oui, oui, c'est sûr. Tout à Là, fait. je pense qu'il faut nous contacter aussi par mail pour nous en dire un petit peu plus et voir si, soit vous êtes éligible, soit, comme le dit Christophe, on peut vous diriger vers, des appels d'offres, qui sont plutôt, menés par BPI France. Alors ensuite, 3 équipes d'instituts différents en France, c'est un peu à contre-courant des AE européens et aussi ça n'invite pas forcément aux alliances qualitativement les plus ad hoc. Oui, mais c'est les règles qu'on s'est fixées, donc peut-être qu'on n'est pas pour l'Europe, dans dans cette période où on va aller voter, mais bon voilà, on essaye quand même de dire une fois de plus, et je laisse la parole à Christophe, mais que ça soit, des consortiums qui ne soient pas, d'un seul laboratoire, d'un seul institut, et qui ont voilà, qui si on veut vraiment créer des consortia, sur l'ensemble du territoire, il faut qu'on puisse élargir, quoi. Enfin, Oui, bah, j'ai pas grand-chose à rajouter, hein. Enfin, alors déjà, là aussi, la conception d'institut, elle est peut-être, c'est un peu elle est peut-être elle est peut-être pas toujours simple à appréhender, mais non, bon, non, l'idée, c'est vraiment d'avoir, des unités différentes à minima, bah, de façon à favoriser l'interdisciplinarité, quoi. Alors des partenaires industriels, PME par exemple, peuvent-ils participer au consortium, financés ou non financés?
Bien sûr, des partenaires industriels peuvent être, partenaires au sein d'un consortium. Par contre, ils ne seront pas éligibles au financement, mais là encore, ils peuvent, être, financés dans le cadre de prestations de services pour un établissement partenaire éligible. Mais il faut que ça soit des prestations de services, hein. Voilà, Donc prestations de sinon services uniquement. ils peuvent vraiment être partenaires, sur l'ensemble du projet, mais voilà, ils apportent leur financement sur, la partie, qui les Voilà, concerne, c'est tout. voilà. Pour un même projet, peut-il y avoir 2 porteurs scientifiques? On a déjà On a déjà répondu à la répondu. question. Les pôles de compétitivité sont-ils associés à l'appel à projet et une labellisation doit-elle être demandée avant le dépôt? Non, non, il n'y a pas une obligation. Heu Après si une des équipes, fait partie d'un pôle de compétitivité, c'est toujours un critère qui peut être mentionné, hein. Voilà, c'est toujours un plus, éventuellement dans le dossier, mais il y a pas, ils sont pas associés à l'AAP, en tant que tels. Quand on dit qu'on ne peut pas être porteur de 2 projets, c'est en termes de personnes, pas d'établissement. Un même établissement peut porter 2 projets via 2 équipes différentes. Oui, Alors oui, quand on oui, parle de oui. porteur de projet, on parle de porteur en tant que personne, de responsable de projet. On ne parle pas d'établissement coordinateur, qui sera l'établissement, heu, qui recevra le financement. Mais, L'INSERM peut porter 2 projets, hein, voilà, tout à fait. mais pas une personne, voilà, pas un chercheur, en lui-même. Donc il faut que ça soit 2 chercheurs différents. Alors, un projet d'ingénierie des vésicules extracellulaires pour la thérapie génique s'inscrirait préférablement dans quel axe? Voilà, il faudra en cocher 2, on va dire. Oui, oui, oui. Le le C'est le numéro cas 2 et le numéro 4 en c'est le fait cas et typique même où vous pouvez cocher 2, hein. et même le 3 si vous travaillez aussi sur la production. Ça dépend vraiment de la thématique. Mais c'est pas important d'être sur un seul axe. Voilà, Mmh. l'important c'est de cocher de thématiques, proposées dans l'appel à projet. Je vois juste une question au-dessus là sur, l'overlap, doit-on se rapprocher des coordinateurs des 12 projets? Bah, à titre personnel, moi je préférerais d'abord que vous passiez par l'équipe de pilotage et puis après, enfin c'est mieux qu'on fasse l'interface. Donc, rapprochez-vous de l'équipe de pilotage si vous avez des questions par rapport à une redondance éventuelle par rapport à ce que vous pourriez proposer, ce qui existe déjà. Mmh. Ensuite, une équipe déjà financée dans un des 12 projets ciblés ne peut pas redéposer à l'appel d'offres PEPR, quel que soit son rôle, uniquement si elle est porteur de projet, ou une même équipe peut-elle être partenaire au sein d'un projet déjà financé et d'un nouveau projet. Bah, on a déjà en partie, je pense, répondu à cette question. Je pense que si vous avez là aussi un cas spécifique à nous soumettre, bah, prenez contact avec, les pilotes ou l'ANR et puis on vous répondra. Ce qu'on a bien dit, c'est, qu'on ne souhaitait pas refinancer, des équipes qui sont déjà financées dans les 12 projets ciblés. Si une fois de plus, il y a un savoir-faire, qui n'existe que dans cette équipe-là et que c'est indispensable à un projet, bah, il faut bien le noter, bien l'argumenter et puis, voilà, le les pilotes d'une part et le jury d'autre part, seront capables de faire le nécessaire pour dire, oui ou non, c'est un projet qui nous intéresse. Enfin, je ne sais pas Christophe si tu veux rajouter Et quelque tout chose? à fait ça, exactement. Exactement. Alors, ensuite, un projet visant à développer des thérapies CAR utilisant d'autres cellules que les cellules T et combiné au ciblage de nouvelles cibles innovantes est-il bien cohérent avec cet appel à projet et intégrerait-il l'axe 4 sur les domaines émergents? Alors la réponse est oui, sachant que comme vous l'avez vu, il y a déjà un projet avec des cellules B, voilà. Mais bon, à ma connaissance, pas avec des macrophages, si je sais pas si c'est ça ce qui est évoqué. Donc là, oui, la réponse est oui, mais si c'est des cellules B, bah, faites attention au projet d'Angali, quoi, voilà. Enfin, il faut vraiment se positionner par rapport à lui. Mais sinon, sur le principe, oui, oui. Ensuite, existe-t-il une FAQ actualisée concernant cet appel à projet? Alors, l'enregistrement du webinaire et une FAQ seront mises en ligne sur la page, web, de l'ANR et peut-être des pilotes aussi. Je ne sais pas comment vous souhaitez procéder.
Mais en tout cas, il y aura bien une FAQ qui sera disponible avec l'ensemble des questions qui ont été posées, au cours du webinaire. Alors, aurons-nous accès aux slides? Oui, également. Quand seront financés les projets et quand devront-ils débuter au plus tard? Alors, bon, je peux essayer de répondre à cette question, sachant que les calendriers, c'est toujours compliqué, vous le Oui. comprenez, vous le savez. On vous a mis une diapositive, sachant que les projets, voilà, sont déposés le 5 septembre dernier CARA. Il y a différentes étapes, comme l'a expliqué Cassandra. Il y a une première étape où le jury va regarder. Donc, chaque projet est vu par 3 experts indépendants. Ensuite, il y a une réunion, effectivement, pour confronter ces opinions sur chacun des projets. Il y a une autre réunion où on auditionnera, on avait mis c'est éventuellement pas indispensable d'auditionner. Je pense qu'il y aura une audition des projets présélectionnés. Ça va dépendre aussi du nombre de projets qui vont être déposés. C'est vrai que s'il y a beaucoup, beaucoup de projets, on ne pourra pas auditionner tous les projets, donc il y aura une présélection des projets auditionnés. Et tout ce cheminement nous amène, je vous l'ai dit, pour une décision ou un rendu vers le Premier ministre aux alentours de fin novembre, début décembre. Là, ensuite, le calendrier est compliqué pour nous parce que le bureau du Premier ministre, on ne sait pas quand il va signer effectivement la proposition finale faite par les pilotes. Donc, on espère que ça soit avant la fin de l'année ou au plus tard en début 2025. Et donc après, ben, dès qu'on a le feu vert et que la liste des projets éligibles est annoncée, il y a encore un tout petit délai d'1 mois ou 2 pour mettre en place le financement, etc. Donc voilà, donc il faut compter fin de l'année, 1er mois de l'année 2025, février, je dirais, avec, si tout se passe bien. Mais avec des points d'interrogation, toujours. Toujours. Des CDI seront-ils éligibles au financement dans le cadre du PEPR? Donc, pour ce qui concerne les CDI, donc le personnel permanent, pour l'établissement, pour le porteur de projet, hem, s'il souhaite que son salaire, soit pris dans le financement, c'est tout à fait possible à hauteur de 40 du budget total demandé. Hem, les personnels permanents non fonctionnaires, sont également, éligibles au financement dans le cadre du PEPR, mais, mais, heu, mais pas de hormis pour le personnel fonctionnaire, hormis, le salaire du porteur de projet, il n'y aura pas d'autres, CDI éligibles au financement. Voilà. Là encore, pour toute question sur le financement, si vous avez un doute, ou que vous souhaitez reposer même une des questions qui aura été posée au cours de ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter, il y a aucun problème, on vous répondra sans souci. En tant que prestataire de service, comment peut-on se faire connaître auprès des porteurs de projets? Y a-t-il une plateforme de mise en relation? Hem, on a déjà répondu à cette question, mais on va le redire. N'hésitez pas à contacter l'équipe, les pilotes du PEPR, qui eux auront le carnet d'adresses suffisant pour vous mettre en contact, avec les personnes nécessaires. Voilà. Donc n'hésitez pas à contacter, heu, Christophe, Fanny ou encore Sabrina. Si vous avez une question, si vous souhaitez être mis en contact avec quelqu'un, si vous avez, une idée, déjà de thématique sur laquelle vous souhaitez, intervenir, voilà, n'hésitez pas à leur écrire. On a déjà répondu à la question sur la deadline du financement. Je vois pas d'autres questions Non, moi dans non les plus. questions-réponses, donc je pense qu'on a fait le tour. Heu Dans tous les cas, voilà, comme on disait, n'hésitez pas à contacter l'ANR ou les pilotes si vous avez des questions. Donc,
préférentiellement les pilotes si c'est une question plutôt scientifique ou liée au consortium, et plutôt l'ANR si c'est une question administrative sur les modalités de dépôt ou une éligibilité au financement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. On sera disponible pour vous répondre. Tout à fait. Donc, ben, on va s'arrêter là en vous remerciant, Christophe, Sabrina et Fanny, et puis en remerciant Cassandra. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous relancer si besoin, et le diaporama va être sur le site ou envoyé à la liste qu'on a d'adresses mail. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci à Merci tous. beaucoup, Au au Merci revoir. revoir. beaucoup. Au Au revoir. revoir.